Bonsoir, enchantée, moi c'est Mathilde Hainaut-Schneider, je suis doctorante en biologie humaine, réflexologue au sein de l'Institut Raphaël, donc c'est un centre de médecine intégrative. J'ai une petite question anecdote du jour. Connaissez-vous le comble pour une réflexologue? C'est d'avoir les pieds tout trempés, voilà, pour détendre l'atmosphère. Tout d'abord, nous ne percevons pas de financement pour la recherche, des parcours de soins que nous proposons au sein de l'Institut Raphaël. Donc, cette présentation est non promotionnelle, elle est fondée sur des données collectées et des recherches. Donc, voici à quoi ressemble l'Institut Raphaël. C'est le premier centre de médecine intégrative en Europe. Je vais vous présenter les améliorations non pharmacologiques du score du sommeil chez les patients cancéreux grâce aux soins intégratifs. Donc, les troubles du sommeil et cancer. Les troubles du sommeil sont un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires, fatigue intense, dépression, cancer. 70% de prévalence des troubles du sommeil pour les cancéreux de l'Institut, donc c'est beaucoup plus que la population en général. L'objectif qu'on va chercher, nous, au sein de l'Institut Raphaël, c'est d'évaluer l'efficacité du parcours que l'on propose. On va prouver l'efficacité du parcours grâce à nos études et les données collectées. Donc, on a une intervention non pharmacologique pour améliorer le sommeil chez les patients cancéreux. Le programme il va se dérouler sur 7 semaines. On va avoir après différentes sessions qui vont être réparties de façon collective pour le yoga, la sophrologie, la nutrition en naturopathie et des sessions individuelles en réflexologie. On va délivrer des conseils en nutrition sur le mode de vie, le temps passé devant les écrans, des exercices de relaxation, gestion du stress et de la cohérence cardiaque. L'outil de mesure que l'on utilise pour le questionnaire, donc c'est le Pittsburgh Sleep Quality Index, que l'on distribue et que l'on fait répondre aux questions aux patients avant et à la fin du programme. En naturopathie, on va recevoir les patients en début et fin de programme, donc la globalité des participants. En sophrologie, on va faire des sessions de 1h30 tous les mercredis sur 7 semaines. Yoga, ça va être plusieurs sessions avec différents types de yoga intégrés dans le parcours. La réflexologie, ça va être 5 consultations donc sur format individuel durant 7 semaines. Donc, le questionnaire il se compose de 19 items. Ils vont comprendre 7 catégories principales, notamment les suivantes. Donc, la qualité subjective du sommeil, comment le patient perçoit la qualité globale de son sommeil, la latence d'endormissement, le temps nécessaire pour s'endormir, durée du sommeil, efficacité du sommeil, troubles du sommeil, utilisation des somnifères et les dysfonctionnements diurnes. Chaque item est noté de 0 à 3 avec un score total allant de 0 à 21. Un score plus élevé indique une moins bonne qualité de sommeil et un score supérieur à 5 suggère des troubles du sommeil importants. Nous avons une cohorte de 40 patients, dont 39 femmes, un homme, âgés de 44 à 71 ans, et la moyenne d'âge, c'est 56 ans. Ça, c'est sur l'année 2023. Donc les patients, ils ont assisté à au moins 5 semaines sur 7. C'est pas toujours évident, de regrouper suffisamment de
disponibilité en fait dans les plannings des patients pour qu'ils puissent suivre les 7 semaines. Les résultats, c'est une amélioration du score global suite à ce questionnaire de Paceberg. Donc on peut retrouver des résultats clés qui sont une amélioration significative de la qualité de sommeil. Donc le score, il est réduit en passant de 12,7 à 7,5. Il y a 95% des participants qui ont montré une amélioration des scores. Est-ce que le rythme est bon pour vous? Ça va? C'est pas trop vite les slides? Voici les améliorations détaillées. On va retrouver la qualité subjective du sommeil qui passe de 2,28 à 1,18. La latence du sommeil de 1,78 à 1,35. La durée du sommeil 1,90 à 0,95. L'efficacité du sommeil de 2,17 à 1,15. Réduction des somnifères de 1,28 à 0,85. Et les dysfonctionnements diurnes de 1,46 à 0,90. Six patients sur 8, soit 75%, ont arrêté spontanément de prendre leur médication. 5 patients sur 13, soit 38,5%, ont progressivement arrêté leur anxiolytique. L'approche de soins intégratifs a significativement amélioré la qualité de sommeil des patients atteints de cancer à l'Institut Raphaël, comme en témoigne une réduction des scores de 12,7 à 7,5. Cela concorde avec les conclusions de la littérature, où il a été démontré que les interventions non pharmacologiques, telles que la réduction du stress basée sur la pleine conscience, la thérapie cognitive comportementale pour l'insomnie et les techniques de relaxation, qui réduisent les scores en moyenne de 3 à 5 points dans les populations atteintes de cancer et autres maladies chroniques, ne nous les oublions pas. Par ailleurs, l'arrêt spontané du sommeil et des anxiolytiques observés chez respectivement 75% et 38,5% des patients est notable. Une revue des interventions non pharmacologiques pour le sommeil chez les patients atteints de cancer a souligné que jusqu'à 50% des patients réduisent leur dépendance aux somnifères lorsqu'ils accèdent aux thérapies intégratives, quelles qu'elles soient. Avec 95% des participants montrant une amélioration, ce programme souligne les avantages d'avoir recours à une approche transdisciplinaire pour lutter contre les troubles du sommeil. Et la littérature suggère que les approches intégratives peuvent aider à atténuer les effets indésirables de traitement, tels que la fatigue et la détresse émotionnelle. En conclusion, étant donné qu'un mauvais sommeil est un facteur de risque connu pour les maladies cardiovasculaires et de progression du cancer, résoudre les troubles du sommeil par des moyens non pharmacologiques est une étape cruciale pour l'amélioration des résultats en cours de traitement et à long terme chez les patients atteints de cancer. Et cette étude contribue au nombre croissant de preuves soutenant les soins intégratifs en tant que méthode viable et efficace pour améliorer la qualité du sommeil et réduire l'utilisation des somnifères, améliorant le bien-être, la qualité de vie générale chez les patients. Amélioration significative, dont notamment une intervention non pharmacologique du parcours sommeil a entraîné une amélioration significative de la qualité de sommeil et une réduction des scores de Pittsburgh. Une proportion notable de patients ont arrêté les médicaments anti-insomnie et anxiolytiques. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir à l'issue de cette présentation. Et cette approche montre un bénéfice potentiel donc pour améliorer la qualité de vie des patients. Est-ce que vous avez des questions ?
Bien, merci Mathilde Hénos pour cette dernière présentation de la journée. Merci pour votre écoute. Troubles du sommeil. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce travail et ces résultats. La question, c'est en fait la possibilité d'extrapoler ça dans d'autres conditions. Donc, à l'hôpital du coin de la rue où je travaille, il y a effectivement un service d'oncologie, mais il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça, donc la question, c'est comment est-ce que c'est financé, quels sont les enjeux en fait financiers, parce qu'aucun de nous probablement ne doute du bénéfice que ça peut apporter. La question, c'est comment est-ce que les patients peuvent se l'offrir, si ça n'est pas déjà packagé, comme manifestement c'est chez vous. Et comme je ne connais pas du tout le mode de fonctionnement de l'Institut, je m'interroge, je vous interroge. Allez-y. On va fonctionner avec des partenariats, des entreprises qui nous soutiennent, et on a des fonds financiers grâce aux dons des patients, des familles, des patients, des personnes qui en fait entendent parler de l'Institut Raphaël suite au passage par exemple médiatisé ou sur les réseaux sociaux, à l'aide des études scientifiques qui sont publiées. Comme ça qu'en fait on procède pour faire une communication de l'Institut Raphaël, au sein des colloques également, mais on n'a pas de fonds reversés d'aide d'État. En fait. Voilà. Donc c'est vraiment une question solidaire. Oui. Qui font partie du service fundraising. On compte sur la solidarité pour recevoir en fait tous les patients, peu importe leur milieu social. Très bien. D'autres questions dans la salle? Ouais. Juste une petite question. Il n'y a pas de groupe témoin. Comment vous pouvez... Enfin, la question que je me pose, il doit y avoir d'autres thérapies non médicamenteuses dans l'hôpital. On ne peut pas savoir si finalement c'est ceux-là qui ont eu l'effet ou finalement... voilà. Alors, au sein de l'Institut Raphaël, on crée des parcours personnalisés pour les patients. Effectivement, on essaye de faire des parcours qui sont les plus bénéfiques, l'on pense les plus bénéfiques pour eux et personnalisés. Le but, c'est qu'il y ait une cohérence en début, milieu et fin de parcours. On évalue avec les coordinatrices de ces patients-là qu'est-ce qui pourrait en fait correspondre au mieux à leurs besoins actuels. Donc ils rentrent ou pas dans ce parcours sommeil. Tous les patients ne bénéficient pas de ce parcours sommeil, mais c'est vraiment une évaluation qui se fait par rapport à leurs troubles qu'ils témoignent au moment où ils rencontrent leur coordinatrice qui crée le parcours avec eux. On a identifié ces thérapeutiques-là, mais effectivement, il pourrait y en avoir d'autres au sein de l'Institut Raphaël même. Une cohorte pour commencer, et puis il y a peut-être d'autres. En fait, le groupe contrôle. Le groupe contrôle, là, on l'a pas mis, c'est pas un essai contrôlé, mais on a étudié les troubles du sommeil chez tous les patients de l'Institut Raphaël, et comme elle l'a dit au début, il y en a 70% qui ont un score au-dessus de 10, donc qui ont des troubles du sommeil, et c'est très bien rapporté dans la littérature, c'est entre 30 et 70% de toutes les cohortes publiées, donc il n'y a pas de groupe contrôle dans cette étude, et il n'y a pas non plus de groupe comparatif avec d'autres thérapies non médicamenteuses. On essaye de faire des parcours avec des soins qui nous semblent à nous et selon la littérature les plus adaptés pour les troubles du sommeil, mais effectivement après c'est à étudier, à construire les essais, des essais multicentriques, prospectives, etc. Mais c'est juste un départ simple avec des preuves scientifiques très très modestes, mais pour dire que déjà on s'est intéressé aux troubles du sommeil, alors que la majorité des centres d'oncologie et d'autres ne s'y intéressent pas, que prendre en charge les troubles du sommeil, ça améliore la qualité de vie des patients. Alors après, à quel point, en faisant quoi exactement, ça, l'idée c'est de protocoliser tout ça avec des initiatives comme la NPI et les autres. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Ma question se situe au niveau de, comment on dit en français, la pérennité, je ne sais plus si on dit ça en français, des effets que vous avez observés.
D'accord, parce que le programme, il a un temps limité. Est-ce que les patients qui bénéficient, les patientes surtout, qui bénéficient donc de cette approche, sont un petit peu autonomisés? C'est-à-dire qu'une fois que le programme est terminé, qu'ils se retrouvent sans l'Institut Raphaël, est-ce qu'ils peuvent continuer à mettre en pratique est-ce qu'ils ont des ressources finalement pour continuer à mettre en pratique à la maison sans l'aide déjà des accompagnants et des soignants de l'Institut Raphaël? Merci. Merci pour votre question. Alors c'est le cas pour le parcours sommeil, mais c'est le cas pour beaucoup de soins qu'on propose. Et évidemment, quand on arrête le parcours de soins, les patients sont livrés à eux-mêmes. Et ça, on a commencé à l'évaluer, c'est-à-dire 3 mois, 6 mois, 1 an après le parcours, comment les symptômes évoluent. Et on se rend compte que dans la majorité des cas, il n'y a pas un retour à l'état d'avant le parcours, mais il y a une diminution progressive de la qualité de vie qui varie en fonction de l'intensité des symptômes initialement et de la qualité du parcours qu'ils ont eu. Donc on est en train de travailler sur des programmes passerelles pour accompagner les patients en ville. Alors pour faire ça, il faut qu'il y ait des soignants en ville qui puissent le faire, et c'est difficile de se mettre en lien avec des soignants en ville et de garantir la qualité des soins qui sont faits. Donc on est en train de travailler dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle, mais oui, il faudrait que soit le patient soit autonome dans ses soins et donc faire de l'éducation thérapeutique, comme ça existe pour certaines disciplines, comme la méditation par exemple, ou mettre en lien ces programmes passerelles avec des patients qui reviendraient peut-être à l'Institut une fois de temps en temps, ou avec des structures en ville qui feraient le lien. Voilà. Pour plusieurs des disciplines qui sont collectives, il y a des supports vidéo qui sont donnés. Enfin, l'idée, c'est de les rendre autonomes pendant la durée en fait, du parcours. Alors, à part pour le soin très individuel, pour le reste, il y a vraiment des vidéos qui sont données, qui sont revues, notamment en sophro, etc. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose où on demande aux patients de le tester à la maison et on revient là-dessus si ça leur convient pas ou si ça leur convient, enfin, pour avoir leur retour. Donc, l'autonomisation, elle n'est pas complète, mais elle est sur un certain nombre d'outils et sous la forme d'aller-retour et de vidéos et d'applications qui peuvent être proposées. Mais bien sûr, c'est une véritable question qu'on se pose. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, ou laisse profiter de cette belle pluie qui s'est invitée insidieusement pendant qu'on était tranquillement au chaud à l'intérieur. Eh bien, merci Mathilde Enos pour cette dernière présentation de la journée et du sommet